Bien, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu différent des séminaires précédents. Donc, nous allons parler des maladies vectorielles et de leur relation directe avec la santé publique. Donc, comme d'habitude, je ferai un petit état de l'art sur le problème posé, qui est bien sûr d'actualité. Et après, je partagerai avec vous des solutions qui sont étudiées face à ce vaste sujet. Alors, ce séminaire, et d'ailleurs les suivants, font écho à l'actualité, puisque vous le savez, la semaine dernière, s'est tenu le sommet One Health à Lyon. On a eu la chance d'accueillir ce sommet international. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Serge Morand, qui a participé activement aux échanges scientifiques lors de ce colloque international. C'était tout simplement l'occasion de rappeler une vérité qu'on oublie couramment, à savoir que la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont étroitement liées. D'ailleurs, ça ne fait qu'un, d'où la conception d'une seule santé. On va le voir aujourd'hui à travers un exemple particulier, celui des maladies vectorielles. Donc, je donnais quelques éléments de contexte. Tout d'abord, centré sur un exemple qui nous parlera parce qu'il nous concerne directement, le virus de la dengue. Vous le connaissez, on en entend parler de plus en plus, et pour cause, puisqu'aujourd'hui, la santé publique, l'organisme santé publique, considère que ce virus menace 4 milliards de personnes. D'un point de vue pragmatique, c'est tout simplement la moitié de la population mondiale. Selon les données de l'OMS, parues en 2024, en 2023, plus de 6,5 millions de cas de dengue ont été identifiés, causant plus de 7000 décès. Mais on sait très bien que ces chiffres sont largement sous-estimés, parce qu'on ne connaît pas tous les cas, parce que certains ne développent pas de symptômes, tout simplement, ou d'autres cas ne sont pas du tout identifiés en tant que causés par le virus de la dengue, mais le chiffre de l'OMS porte vraiment réflexion puisqu'il est estimé à 300 millions de cas très probables de dengue. La France n'y échappe pas, il faut le savoir. Quand on est dans le sud de la France, l'actualité de tout l'été le rappelle sans arrêt. Mais pas que, vous allez voir. Donc une progression du nombre de cas qui est absolument impressionnante. En 2010, 1 à 4 cas qui n'ont interpellé personne. 2022-2023, de 9 à 11, et en 2024, plus de 4000 cas. Beaucoup de ces cas sont des cas importés, notamment d'outre-mer, où le problème est vraiment clé. L'année dernière, les Antilles, notamment, ont souffert de cas de dengue très importants. Donc les échanges, bien sûr, favorisent ces cas importés. Mais une nouveauté, c'est le nombre de cas autochtones en 2024 qui était de 80. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de récent et là aussi qui est en évolution croissante. Et ce n'est pas fini, ceci ne concerne que la dengue, mais vous voyez une répartition des cas de dengue et de chikungunya qui sont apportés par les mêmes vecteurs d'ailleurs, on y reviendra. Donc malheureusement très développés sur tout le sud de la France, mais pas que, vous voyez, Paris n'y échappe pas non plus. Pourquoi en est-on là ? Un des responsables de cette situation, qui est le moustique tigre. Et je peux vous assurer qu'à Montpellier, il est déjà très présent actuellement, donc il n'a pas attendu l'été. Est donc porteur de ces virus, et sa progression en France est fulgurante. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va assez vite, mais qui montre la vitesse à laquelle il s'est propagé sur la France dite hexagonale. Donc vous voyez, en quelques années, il s'est répandu sur 80 des départements parmi les 96 que nous avons. Alors vous pouvez peut-être considérer que certains départements sont chanceux, par ici, par exemple, dans l'est de la France, qui n'est pas encore forcément touché. Alors certes, pas par le moustique tigre, mais par d'autres arthropodes vecteurs de maladies vectorielles, tels que par exemple la tique, qui pose aussi des problèmes et des maladies tout aussi handicapantes comme la maladie de Lyme, dont vous avez certainement entendu parler. Donc voilà, la situation est donc un vrai problème. Et très vite, on va essayer de réfléchir aux solutions possibles face à cette situation. Tout d'abord, qu'existe-t-il de disponible
dans les dernières années. Donc les solutions que je vais vous partager émanent d'un rapport récent de l'ANSES. Il est important de s'appuyer sur des données factuelles scientifiques donc extrêmement solides. Donc tout d'abord, la dengue. Peut-on se protéger contre la dengue avec ce que je vous ai montré comme scénario? Alors il existe 3 vaccins actuellement, mais un seul d'entre eux a obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe. Voilà, il faut le savoir. Et il est préconisé avec des restrictions, donc ce n'est pas si simple que ça. Alors quelles sont-elles? Eh bien, les réserver aux personnes qui sont âgées entre 9 et 45 ans, en particulier si elles vivent dans les territoires français d'Amérique. Je vous ai cité donc les Antilles, donc, qui ont été largement soumises à ces cas de dengue, et en Guyane qui souffrent du même problème, milieu tropical humide qui correspond parfaitement notamment à ces moustiques. Les conditions d'utilisation de ces vaccins, vous voyez, ne sont pas optimales, ce n'est pas une solution simple et généralisable. Parlons maintenant de chikungunya, donc, qui se développe de plus en plus aussi donc en France. Bien, il existe 2 vaccins actuellement, mais la Haute Autorité de Santé en fait, n'en recommande qu'un, et de façon très récente, vous voyez, février 2025, en particulier à La Réunion et à Mayotte, qui sont confrontés donc également à ces maladies vectorielles. D'ailleurs, La Réunion a déclenché un plan Orsec depuis maintenant plus de 10 ans à ce sujet. Là encore, il est conseillé pour les personnes qui sont les plus exposées, des personnes de plus de 65 ans, ou à des adultes plus globalement, mais qui sont avec des situations de comorbidité, donc qui sont particulièrement vulnérables, et évidemment aussi aux professionnels de santé, ou aux personnes qui luttent en fait contre ces maladies vectorielles et qui sont donc évidemment et normalement prioritaires. En revanche, on peut voir déjà des restrictions, donc c'est pas si simple. Ce vaccin est absolument contre-indiqué pour les personnes immunodéprimées et ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes. Donc on voit déjà les restrictions d'usage qui sont assez claires. Quant à Zika, qui est aussi porté notamment par ce moustique tigre, il n'y a aucun vaccin, ni aucun traitement. On voit que ce n'est pas si simple, et malheureusement, bien, la situation ne va faire que de progresser. Je vous ai montré l'adaptation du moustique tigre à la vitesse à laquelle il s'est installé sur notre territoire, mais il y a tout pour qu'il continue à se développer. On considère qu'il est définitivement installé, et pour que ces problèmes en fait, se multiplient. Pourquoi? On va le voir, on va en parler un petit peu, et je pense que l'invité du jour continuera à l'évoquer, mais peut-être d'une façon encore plus globale et internationale. C'est que ces maladies vectorielles sont largement liées par les changements environnementaux. Il y a une relation directe entre eux. Je vais l'aborder avec quelques faits qu'il est bon de rappeler pour bien les avoir en tête. Tout d'abord, la mobilité humaine, la mondialisation, et bien sûr l'échange à l'origine d'échanges de ces maladies vectorielles, mais également des vecteurs de ces maladies. Vous connaissez très certainement la fameuse histoire du moustique tigre qui a voyagé dans des pneus où il restait un petit peu d'eau, donc un gîte larvaire idéal, et finalement il s'est introduit en France hexagonale comme ça, sur un vol de l'Asie du Sud-Est jusque chez nous. Donc voilà, le transport international est malheureusement le fruit de l'introduction de ces vecteurs, mais on verra que c'est un problème pour d'autres espèces envahissantes, on en reparlera un petit peu plus tard, ce n'est pas un cas isolé, malheureusement. Vous le savez aussi peut-être, puisqu'on est, on est à Paris et tous ceux qui habitent dans une grande ville le savent, eh bien, la vie urbaine est idéale pour un moustique. On le sait très bien pour le moustique tigre, pour des raisons très claires, qui sont donc assez évidentes. Les eaux stagnantes urbaines, vous voyez une petite photo ici, tout réservoir d'eau, là encore, est un gîte larvaire idéal pour que les moustiques aillent pondre, générer des larves qui seront les futurs moustiques. Et puis en termes de probabilité, bien évidemment, la densité de population est idéale aussi pour transmettre en fait ces maladies infectieuses. Voilà, donc le milieu urbain est un milieu propice au développement en fait de ces vecteurs de maladies infectieuses. Mais malheureusement, le dérèglement climatique aussi. La plupart des vecteurs en fait sont ectothermes, les moustiques en sont de jolis exemples, et la conséquence de l'augmentation de la température est très claire. Elle accélère le cycle de reproduction en fait de ces moustiques et plus généralement de ces vecteurs de maladies infectieuses.
Donc il y a une relation directe entre l'augmentation des températures et l'expansion des moustiques. Ce qui explique que des moustiques comme Aedes aegypti, Albopictus, fameux moustique tigre, eh bien, se retrouvent à des latitudes, chez nous, vous l'avez vu sur cette carte tout à l'heure, alors qu'ils n'existaient pas du tout avant. Autres paramètres en fait, qui sont favorables à l'expansion de ces vecteurs, eh bien, la gestion de l'eau telle qu'on la conçoit, les pratiques agricoles, telles que l'irrigation, les barrages, je n'ose même pas parler des bassines, dont on entend beaucoup parler, eh bien, sont des habitats tout à fait idéaux pour ces moustiques à nouveau. Donc on parle beaucoup, évidemment, ça tombe sous le sens, des rizières qui favorisent le développement du paludisme, mais on n'a pas forcément besoin d'aller si loin, parce que, en fait, ce qui se passe chez nous est à l'image des rizières. On y reviendra là aussi, même si on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Les espèces aquatiques, exotiques, envahissantes sont des habitats idéaux aussi pour les moustiques. Et un article scientifique récent qui montre une corrélation directe entre l'expansion des plantes aquatiques envahissantes et l'expansion en fait, des moustiques. Donc tous ces sujets sont préoccupants, il faut en avoir conscience. Et bien sûr, tous les changements hydrologiques eh bien, modifient les cycles de transmission, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Les relations directes entre pertes de biodiversité, telles que par exemple la déforestation, vont perturber les équilibres biologiques, on le sait, mais d'une façon très simple, on peut facilement comprendre que la perte de biodiversité, telle que la déforestation, eh bien, va favoriser le contact avec des animaux sauvages qui peuvent être porteurs en fait, des vecteurs de maladies infectieuses et l'homme. Il y a évidemment un rapprochement très simple à imaginer, donc on aura la chance d'écouter ce sujet plus en profondeur tout à l'heure. La perte de biodiversité favorise le contact entre les animaux sauvages et l'homme, mais pas que. Elle réduit également l'effet de dilution. Oui, parce que, en fait, dans les êtres vivants, certains sont des hôtes non compétents pour transmettre ces maladies vectorielles, mais s'ils sont moins nombreux, eh bien, ça va favoriser, là encore, l'échange de ces pathogènes. Et puis, quelque chose de plus subtil, mais qui sera l'objet du prochain séminaire, la relation directe qu'il peut y avoir entre pollution et résistance des vecteurs. C'est peut-être moins évident, et pourtant scientifiquement on le comprend bien. L'exposition aux pesticides, en fait, est un vrai problème. Pourquoi ? Elle conduit à des phénomènes de résistance des moustiques face à ces pesticides, mais pas que. En fait, ce qui se passe quand on soumet des insectes comme les moustiques en fait, à des pesticides, ça va créer un stress oxydatif chez le moustique. Et son organisme va répondre, il va s'adapter. Ça va créer des réactions qu'on connaît bien, des scénarios de protection, des mécanismes assez généraux. On a déjà parlé un petit peu des problèmes d'oxydation, donc assez tôt dans le premier séminaire. On est là face à ça. Il y a des antioxydants qui vont se développer naturellement, des enzymes de détoxification qui vont se développer, s'amplifier, et c'est finalement un phénomène de résistance croisée qui va se développer, pas seulement contre les pesticides, mais également contre les agents de protection qu'on va donc utiliser pour essayer de contrôler la prolifération de ces moustiques. Donc voilà, ce sont des interactions croisées auxquelles il faut penser. Il y a un lien entre pollution et finalement résistance des vecteurs. Alors maintenant que vous avez compris que la situation est quand même assez alarmante, on va se pencher sur des solutions. Je ne vais pas évoquer les insecticides chimiques, on les connaît avec leur manque de sélectivité, qui est leur défaut principal, et donc on sait très bien que ça n'est pas une solution. Donc on va parler aujourd'hui peut-être de choses que vous connaissez moins, les insecticides dits biologiques. Ça existe aussi, certains résultats sont particulièrement intéressants, donc on va les partager avec leurs atouts, mais aussi parfois bien les risques possibles, avérés, qu'on ne maîtrise pas complètement. Parlons du premier qui a été développé, le larvicide qu'on a appelé BTI. Pourquoi BTI ? Parce que c'est le nom d'une bactérie, un bacille, Bacillus thuringiensis israelensis, pour donc l'abréviation BTI. Ce larvicide, en fait, fonctionne de la façon suivante. Ce bacille, cette bactérie, est capable de produire des spores qui comprennent des toxines, et ces toxines ont un effet insecticide sur un certain nombre d'arthropodes, dont en fait nos fameux moustiques.
C'est là-dessus donc l'idée est apparue. Alors, ces bacilles sont présents dans le sol, et si en fait nos larves viennent à ingérer ces spores vont s'auto-assembler et aller perforer les cellules intestinales du moustique, ce qui va conduire à une paralysie puis à la mort en fait des moustiques. Donc l'idée a été d'essayer de commercialiser en fait ce bacille et puis de l'utiliser pour essayer donc de diminuer la population de ces moustiques. Donc c'est ce qui a été fait, qui a été utilisé, donc notamment dans des pays qui donc se sont lancés, notamment l'Allemagne, la Suède, la Suisse, la Chine, les États-Unis bien sûr, qui sont toujours les premiers à tenter ce genre d'expérience. Mais finalement, ceci porte à réflexion aujourd'hui en termes de conséquences à différents titres. D'une part, les coûts de production en fait, de ce larvicide ne sont pas innocents et on voit mal utiliser cette technique dans les pays en voie de développement malheureusement. Autre problème qui est avéré et finalement qui ne différencie pas clairement cet insecte biologique d'un insecticide chimique, c'est son manque de sélectivité. Alors, quand on a, un principe qui fonctionne sur un manque de sélectivité, la conséquence est imparable. Et je vais vous partager l'exemple d'une utilisation de ce larvicide en Camargue avec les conséquences très factuelles qui ont été observées. Manque de sélectivité, eh bien, l'utilisation assez massive de ce larvicide a très vite conduit à une diminution de la population des hirondelles, des araignées, des libellules et paradoxalement, à une augmentation des fourmis volantes en Camargue. C'est un scénario qui est assez classique. Quand on essaie de faire disparaître brutalement une espèce envahissante, c'est le cas du moustique tigre, eh bien c'est une niche écologique pour une autre espèce très dynamique, voire envahissante. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour du larvicide, qui, vous voyez, n'est pas forcément la solution qu'il faudrait développer à grande échelle. On en voit les limites. On va essayer de voir d'autres approches qui sont peut-être plus intéressantes, plus réfléchies et qui sont encore en cours de développement. L'approche infectieuse type Wolbachia, vous avez peut-être entendu parler, c'est encore une approche bactérienne mais très différente. Wolbachia, c'est un genre de bactéries, donc on reste toujours au niveau des bactéries, et qu'on trouve de façon naturelle dans les cellules de l'intestin de certains arthropodes, en particulier, là encore, les moustiques. Alors, ce qui est intéressant à savoir, et c'est un petit peu représenté sur ce diagramme ici, eh bien, si donc un moustique femelle est infecté, c'est ce qui est représenté ici, de couleur orange, eh bien, la descendance, en fait, de ce moustique femelle sera infectée. Il y a une transmission, en fait, de l'infection par Wolbachia. Donc, en quoi c'est intéressant? Mais on a observé que la progéniture qui est infectée n'est pas viable à plus de 56%. Une façon de réduire en fait la population des moustiques. Mais de façon peut-être encore plus intéressante, si cette fois-ci c'est le moustique mâle en fait qui est infecté, eh bien la progéniture n'est pas viable. Donc évidemment c'est quelque chose qui est intéressant si en fait on veut diminuer la population de moustiques porteurs de Wolbachia. Donc c'était très inspirant d'un point de vue naturel, et donc des chercheurs ont essayé de développer cette stratégie en produisant tout simplement des moustiques mâles infectés en laboratoire, puis les ont relâchés massivement dans la nature pour qu'ils ne produisent plus aucune descendance. Voilà, alors comment ça s'est passé? Bien, cette stratégie, là encore, a été largement utilisée à différents endroits, les États-Unis et la Chine à nouveau, et puis à Singapour. Alors comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'est en fait très précis, c'est-à-dire que la technique Wolbachia ne peut pas être appliquée, par exemple, aux anophèles, qui sont pourtant vecteurs du paludisme. Donc il y a une certaine restriction dans cette technologie. Et ça a été quand même un échec. Pourquoi? On pense que cet échec a été dû à un manque de tri, à une erreur de tri, donc à grande échelle, on peut le comprendre, entre des moustiques mâles et des moustiques femelles. C'est vrai que ce n'est pas toujours si simple à l'échelle du laboratoire, alors imaginez à grande échelle. Aujourd'hui, on a progressé en fait, sur les techniques en fait, de séparation des moustiques mâles et femelles. Mais ce n'est pas innocent, si vous vous souvenez du petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Pour que ça fonctionne, il faut que seul le moustique mâle soit infecté pour que la progéniture ne soit pas viable. Si il s'accouple avec un moustique femelle infecté, il y a transmission certes
en fait, de Wolbachia, mais la progéniture est viable à plus de 50%. Donc ça a conduit finalement, ça n'a pas conduit au résultat en fait escompté. Après, quand on utilise ce genre en fait de technique, il faut toujours essayer de réfléchir donc en fait à ce qu'elle peut devenir. Donc bien évidemment, principe de précaution, c'est quand même à avoir en tête à chaque fois. On a évidemment très peu de recul sur la stabilité de Wolbachia. N'oublie pas que c'est une bactérie qui se multiplie très très vite. Que peut-elle devenir dans les moustiques? Donc c'est quand même une question à laquelle il faut se poser. Et puis, en fait, il y a quand même un bilan extrêmement positif de ces stratégies à Wolbachia, bien qu'on ne le comprenne pas encore dans ses détails mécanistiques au niveau scientifique. On a quand même vu, même si ça a été une erreur pour réduire la population de moustiques, c'est que les moustiques qui avaient été infectés par Wolbachia transmettaient beaucoup moins les maladies vectorielles. Il y avait une baisse du taux de transmission. Et ça, c'est quand même, bien sûr, une piste extrêmement prometteuse. Et on espère donc que les recherches vont progresser pour bien comprendre en fait, ce phénomène, qui est quand même un espoir non négligeable et qu'il faut bien reconnaître. Mais toujours avec en tête, attention, que va devenir ces moustiques, que vont devenir ces moustiques infectés, que vont devenir aussi les virus ou les parasites qu'ils portent en présence des bactéries Wolbachia. Est-ce qu'on ne va pas non plus créer des pathogènes plus virulents? Tout ceci, bien sûr, à étudier de très près. On va maintenant passer à l'autre technologie qui est très développée depuis ces dernières années. C'est ce qu'on appelle les moustiques transgéniques. Alors, est-ce que c'est une solution d'avenir? Où en est-on? Quels sont les résultats? Est-ce que ça va être plus sélectif que les insecticides biologiques, dont on a vu en fait qu'ils affectaient l'ensemble des moustiques? C'est important. Il n'y a quand même que 10% des moustiques qui sont vecteurs en fait, de maladies infectieuses. Et on a besoin des 90% de moustiques restants. Ils jouent un rôle dans la chaîne alimentaire, dans les équilibres biologiques. Donc, est-ce que ces méthodes transgéniques sont plus sélectives? Est-ce qu'elles sont prometteuses? Est-ce qu'elles ont moins d'impact en fait, sur les équilibres biologiques, sur l'environnement? Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, où en est-on avec ces moustiques génétiquement modifiés? Alors là, il y a deux grandes stratégies que je vais vous partager relativement rapidement. La première stratégie a été de faire des moustiques en fait, donc, qui sont transgéniques, vous voyez ici, génétiquement modifiés en bleu, pour les accoupler avec des moustiques plus conventionnels, mais malheureusement vecteurs de maladies. Donc il y a déjà cette sélection de vecteurs, des moustiques vecteurs de maladies. Donc c'est ce qui les différencie de l'approche insecticide biologique, avec comme idée majeure d'éliminer l'espèce ciblée, de supprimer ces moustiques vecteurs de maladies. On verra quelles sont les différentes stratégies qui répondent à cette approche de suppression de ces moustiques vecteurs de maladies. Une approche plus fine, et qui est un petit peu différente ici, en fait, c'est de modifier génétiquement le moustique pour qu'il puisse s'accoupler avec un moustique vecteur de maladie, mais de façon à générer des moustiques qui ne seront plus porteurs de ces maladies infectieuses. Donc, on ne va pas cibler le moustique, mais on va cibler le virus ou le parasite porté par ces moustiques. Donc, deux stratégies assez différentes. Alors, vous l'avez certainement entendu, on a énormément progressé dans ces stratégies en fait, de modification génétique, grâce notamment au prix Nobel qui avait été accordé sur la technique en 2020 des ciseaux moléculaires, assez controversé d'ailleurs, ça pose des problèmes éthiques. Et ceci étant, c'est aussi une technique assez puissante qui mérite d'être étudiée. Et voilà comment ça s'est passé. Alors, comment arriver à supprimer sélectivement ces moustiques? Eh bien, revenons tout d'abord à la première stratégie, qui est assez massive, supprimer radicalement ces moustiques porteurs de maladies infectieuses. Donc, la première chose qui a été faite, c'est essayer de voir comment on peut l'atteindre. Et donc, il y a eu différentes stratégies qui ont été mises en œuvre, c'est-à-dire tout simplement introduire un gène de stérilité pour les mâles, qui ne puissent plus se reproduire. C'est celle qui est la plus connue et qui est la plus étudiée. Ou alors modifier le génome des moustiques femelles pour qu'elles ne puissent plus voler. Ça aussi, c'est une stratégie qui a été étudiée. Ou encore générer des moustiques qui vont s'auto-intoxiquer si
ils ne sont pas en présence d'antibiotiques. Donc vous voyez, il n'y a scientifiquement pas d'idée. Donc ces stratégies ont été étudiées successivement et ont été donc développées en particulier au Brésil à très grande échelle, au-delà du coût important bien sûr que ça représente. Et là, on a été confronté à quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Il y a eu très peu d'hybridation. Il y a eu une discrimination entre les moustiques sauvages et les moustiques transgéniques. Très peu d'accouplement, ce n'était pas prévu, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Même au contraire, dans certains cas, bien, le nombre de moustiques est revenu donc à l'identique par rapport au départ, puisque donc, les moustiques transgéniques donc, en fait, ont perdu rapidement en efficacité. Il y a eu des phénomènes qui ont été notés. Finalement, les moustiques sauvages voilà, ne se reproduisaient, comme je vous l'ai expliqué, qu'avec des moustiques sauvages. Et puis la progéniture, les peu de progéniture qui dérivaient de ces moustiques génétiquement modifiés, eh bien, en fait, ont été viables. Donc, les moustiques hybrides ont été viables. Donc, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine, d'où encore cette idée de principe de précaution qui est toujours essentielle. Quelque chose donc, qui est peut-être un peu plus subtil, c'est la deuxième stratégie. Donc, on va cibler en fait, le virus, le parasite et pas le moustique. Donc, ça, c'est certainement quelque chose qui est bien sûr plus intéressant et donc qui a été donc, développé. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est par exemple induire un gène qui va générer des peptides, des anticorps, notamment, ou des protéines qui vont bloquer la réplication du virus ou nuire en fait à son développement. Donc ça, c'est quelque chose qui semble plus fin et qui a été développé là encore à grande échelle. On en est encore à l'échelle du laboratoire, on n'a encore pas de retour d'expérience en fait, sur ces techniques en plein champ, mais bien sûr, si on attend les résultats et que ça a été autorisé quand même assez récemment en Californie, en Floride, hein, toujours ces pays qui vont très très vite, et là encore au Brésil, on attend les retours d'expérience donc très factuels, eh bien on peut quand même à nouveau se poser les questions. On doit se poser à nouveau quelle va être la stabilité des génomes de ces moustiques transgéniques quand ils sont relargués dans la nature, puisque c'est bien sûr quelque chose d'irréversible. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Et bien sûr aussi, on cible les pathogènes qui sont dans les moustiques, mais comment vont aussi se comporter ces pathogènes dans la durée ? On n'en serait pas notre première surprise à des phénomènes d'adaptation rapide, compte tenu de la vitesse de multiplication de ces pathogènes. Ceci étant, voilà, c'est un petit peu un panorama très rapide de ces stratégies qui sont donc à l'étude. De façon assez pragmatique, je pense quand même il y a encore des solutions simples qu'il ne faut pas oublier, qui relèvent simplement sur deux approches très élémentaires. La première, le bon sens, que l'on doit tous adopter. Vous l'avez vu, toutes les maladresses quand on laisse de l'eau, un petit peu d'eau dans un réservoir quelconque. C'est un gîte larvaire, pensons-y dans une action quotidienne, dans ce que l'on fait. Et puis aussi à quelque chose qui est plus simple et qui est pourtant de plus en plus élaboré, de plus en plus fin, de plus en plus intéressant, c'est la protection. La protection à l'aide d'agents répulsifs, mais bien conçus. Là aussi, profitons des erreurs du passé pour essayer de développer des agents répulsifs très sélectifs, inoffensifs, qui s'appuient sur le réel fonctionnement du moustique. Et c'est ce que je vais vous partager. Donc là encore, l'expérience du passé est assez maladroite, qui aide à penser peut-être autrement aujourd'hui. Alors je vais exposer donc les répulsifs du passé à travers un exemple qui est le plus connu, qui a été très largement utilisé, qui l'est encore un petit peu aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé le DIT. C'est un produit de synthèse, il n'existe pas dans la nature, c'est un produit qui est synthétisé, mais qui a été considéré comme le plus répulsif pendant des années, qui était même préconisé quand on partait, je veux dire, en milieu tropical pour se protéger en fait contre tous ces vecteurs en fait de maladies infectieuses. Alors qu'en est-il du DIT ? Alors quand on est chimiste et qu'on voit la structure du DIT, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a quand même une structure de solvant. On a un peu parlé des solvants la semaine dernière, sont un peu indésirables pour certains effets toxiques, sont utilisés massivement. Voilà, typiquement, cette molécule ressemble à un solvant. Tout chimiste le sait d'ailleurs, ça s'approche d'un solvant largement utilisé, mais aujourd'hui restreint par Rich et tant mieux. Pourtant,
On l'a utilisé, donc il ne faut pas s'étonner des conséquences. Ça se comporte comme un solvant, c'est-à-dire que ça dissout un peu tout, y compris en fait, le film lipidique protecteur de la peau. Bon, bah, c'est très irritant. Ce n'est pas une surprise, hein, c'est facile d'anticiper. Hein, parce que vous me demandez pourquoi on n'y a pas pensé. Évidemment, ça va attaquer les fibres synthétiques, plastiques certes, mais aussi synthétiques, hein, donc attention aux vêtements. Bah oui, c'est pas étonnant non plus. Donc ce ne sont pas des surprises, hein, c'est très prévisible. Hein. Donc c'est toujours très étonnant que ce ne soit pas anticipé avant. Mais le pire, eh bien, quand on a une molécule aussi simple, et chimiquement elle l'est presque plane, elle n'a pas une structure tridimensionnelle très élaborée, pardon, c'était un peu trop vite, ça veut dire en fait qu'elle n'est pas sélective, c'est imparable, et elle va activer des tas de récepteurs biologiques dans notre organisme. Eh bien aujourd'hui, c'est avéré, en fait on le craignait, mais maintenant c'est prouvé, le DIT a des effets toxiques non négligeables. On a longtemps soupçonné une attaque du système nerveux. On sait aujourd'hui que c'est un effet pro-angiogénique extrêmement néfaste. Donc voilà. Il a fallu du temps pour l'établir, ça l'est. Ça met en cause l'usage du DIT, il faut le savoir. Alors certes, est-ce qu'il vaut mieux être contaminé par un moustique porteur de la dengue, du paludisme ou accepter les effets secondaires du DIT? Je ne vous donnerai pas de réponse comme ça, mais il faut quand même savoir les risques qui sont associés à l'usage de ces molécules de synthèse. Pire encore, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que certains moustiques ont fait l'apprentissage de l'odeur du DIT. Et oui, c'est une molécule simple, ils en ont bien l'expérience, c'est-à-dire que certains d'entre eux ne voient plus le DIT comme une molécule qui a une mauvaise odeur et qui serait répulsive, ils ont été capables de l'associer à un futur repas de sang. Et donc ça a l'effet complètement inverse. Donc voilà, ça aussi, ça devrait nous aider à réfléchir. Donc partant de ces conclusions quand même perturbantes, qui remettent en cause des principes simples dans la répulsion, eh bien, l'idée, c'est ce que je partage à chaque fois, chaque semaine avec vous, essayons de s'inspirer de la nature, qui résout tellement mieux tous ces problèmes que nous. La molécule naturelle qui a l'effet répulsif le plus fort vis-à-vis des moustiques, eh bien, c'est ce qu'on appelle le PMD, paramenthanediol. Il est complètement naturel, il est très peu abondant dans la nature, mais il est émis par une plante qui est en Australie, un grand arbre d'Australie, je vous en montrerai une photo tout à l'heure, qui s'appelle Corymbia, voilà, dont on parlera. C'est un eucalyptus, donc on émet très peu, mais qui en émet au dernier moment à nouveau comme molécule de défense, en toute petite quantité. Il n'est pas très abondant dans la nature, mais suffisamment pour qu'on ait pu mettre en évidence que c'était le répulsif naturel le plus efficace contre les moustiques. On a montré aussi qu'il n'avait pas d'effet toxique si on l'utilisait. Donc il faut le savoir, là aussi c'est du tout récent, ça a 1 an en termes d'études scientifiques publiées, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, il y a en fait 2 questions qui se posent immédiatement quand on a identifié dans la nature une ressource qui est potentiellement très intéressante. C'est déjà comment la rendre plus efficace, avoir un taux de protection digne du DIT, parce que le DIT, il ne faut quand même pas l'oublier, a une protection réelle et efficace. Même s'il est un peu remis en cause aujourd'hui, son effet répulsif est quand même évident. Comment arriver à ce niveau de protection? Première chose, par des méthodes les plus naturelles possibles qui n'utiliseront aucune molécule toxique, naturelle ou synthétique, aucune molécule toxique. Et quand on identifie ces molécules, eh bien après, il faut toujours se poser la question de leur mode de production. Souvenez-vous, ça revient tout le temps, on a cette mauvaise habitude de trouver une solution en créant un autre problème. Donc, allons pas créer de problème en synthétisant des molécules répulsives qui vont avoir une forte empreinte environnementale. Souvenez-vous tout à l'heure, la pollution favorise l'émergence en fait de vecteurs résistants. Donc, n'oublions pas ça. Donc, on ne va pas polluer en produisant des répulsifs parce qu'ils sont très efficaces. Donc, c'est une double question à laquelle il faut réfléchir. Comment répondre à ces 2 questions successives ? Inspirons-nous donc de la nature, c'est l'occasion d'en parler. Inspirons-nous du langage de la nature. On a un tout petit peu parlé la semaine dernière quand on parlait des phéromones. Eh bien, la nature échange, une plante et un insecte échangent, communiquent et communiquent d'une façon chimique. C'était un petit peu l'exposé de la semaine dernière.
la communication est très chimique. Pas que, elle peut être visuelle ou autre, mais elle est très souvent chimique. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez sur cette belle photo, à laquelle on va être exposé d'ici quelques semaines, eh bien, la lavande et le bourdon, son meilleur pollinisateur, communiquent. Pour que la lavande attire son meilleur pollinisateur, avec son corps velu qui transporte plein de pollen et qui est très efficace, la lavande va séduire, attirer le bourdon. Comment ? En lui envoyant un message olfactif, c'est-à-dire un mélange de molécules très odorantes que le bourdon aime beaucoup. Il ne va pas y résister. Il va se laisser séduire par ce message olfactif, est attiré et venir polliniser la lavande. Donc cette communication chimique est très importante parce qu'on arrive de mieux en mieux à la comprendre au niveau et biologique et chimique. On reste encore dans cette idée d'interdisciplinarité essentielle. On comprend de mieux en mieux comment fonctionne ce bourdon quand il reçoit ce message olfactif de la lavande. Ça va exciter un certain nombre de récepteurs, dont des récepteurs olfactifs, donc en fait chez le bourdon. Donc ça c'est quelque chose qu'on comprend bien. Et on sait que la lavande n'envoie pas une molécule, comme on l'a conçu un peu naïvement avec l'odite, mais donc ce qu'on appelle un bouquet floral, un mélange de molécules assez volatiles pour que ça soit transporté par l'air, donc assez simple, mais la complexité est due au mélange de molécules, à la combinaison de molécules et à des concentrations très précises. C'est là-dessus que le message est sélectif. Et donc c'est très inspirant, puisque l'idée a été de s'inspirer de ce mécanisme d'attraction pour créer la répulsion, disant finalement il n'y a pas de raison que la répulsion ne fonctionne pas comme l'attraction. Donc l'idée était de s'intéresser aux différents récepteurs en fait, du moustique, par exemple, du moustique tigre, Aedes albopictus. Alors c'est assez compliqué, il faut le savoir, parce que les moustiques détectent des odeurs que nous, on ne détecterait même pas, et le nombre de récepteurs est quand même assez rédhibitoire. Pour le seul moustique tigre, je vous partage le nombre de récepteurs identifiés, 158 récepteurs olfactifs. Voilà, ça fait réfléchir. Plus de 30 récepteurs gustatifs. Plus d'une centaine de récepteurs ionotropes. Donc vous voyez un peu la complexité de la réception en fait, de tous ces messages vis-à-vis d'un insecte. Et Albopictus s'est installé tellement rapidement en Europe, vous avez vu la petite vidéo sur la France, en fait qu'on a une mauvaise connaissance encore de ces récepteurs du moustique tigre. Certes, on en connaît le génome total, mais on connaît mal en fait ces récepteurs spécifiques qu'il faudrait cibler pour avoir une répulsion très efficace. Et pourtant, c'est bien ça le défi, c'est trouver un mélange, une combinaison de molécules avec du PMD qui va désactiver un maximum de récepteurs du moustique tigre pour émettre une odeur détestable pour le moustique tigre et qu'il aille voir ailleurs. Donc voilà le défi. Alors, quand on sait que le PMD a un effet répulsif, on essaie de comprendre déjà quel récepteur il va désactiver au niveau du moustique tigre. Comme je vous l'ai dit, on ne le sait pas, on connaît mal en fait ces récepteurs. Alors l'idée, ça a été d'aller voir ce que ça excitait chez des moustiques qui lui ressemblent, qu'on connaît mieux parce que donc ils se sont développés de façon antérieure à Aedes albopictus. Il s'agit d'un Culex ou d'un Aedes aegypti qui ressemble beaucoup au moustique tigre. Et on connaît ces quelques données. Ainsi, par exemple, le fameux DIT, répulsif synthétique, désactive le récepteur olfactif numéro 2, alors que le PMD désactive le récepteur olfactif numéro 8. Donc on a déjà quelques idées extrêmement intéressantes. Donc on peut se dire, allons identifier chez Aedes aegypti toutes les molécules naturelles, non toxiques, qui activerait un maximum de récepteurs chez Aedes aegypti pour le transposer à Aedes albopictus. Il doit lui ressembler suffisamment de façon proche pour avoir une bonne chance de réussite. Et allons voir si ces récepteurs olfactifs sont présents chez le moustique tigre. Alors le problème n'est pas simple. Là aussi, on voit qu'il ne suffit pas d'être biologiste, il faut aussi être chimiste. Pourquoi ? Quand on parle du PMD, mon répulsif naturel, on ne parle pas que d'une molécule. En fait, déjà, le PMD, ce n'est pas une structure, en fait, c'est 8 molécules différentes. Pour les chimistes, il y en a toujours, donc
4 stéréoisomères, donc diastéréoisomères. Donc c'est 4 molécules différentes selon leur arrangement dans l'espace, avec leurs 4 images. Donc il y a déjà 8 PMD différents. Ça se complique. Et quand en fait l'arbre que je vous ai parlé en Australie synthétise ce PMD, certes, il privilégie certaines structures du PMD parmi les 8, mais les 8 sont quand même présentes. Pire que ça, le PMD vient d'une transformation très naturelle du citronellal, qui est abondant. Vous connaissez mieux le citronellal, qui est aussi présent dans l'huile de citronnelle. L'arbre transforme le citronellal en PMD par ce qu'on appelle en chimie une carbonylène réaction, hydratation. L'intermédiaire de la synthèse, c'est l'isopulégol. Et la transformation n'est jamais totale. C'est-à-dire que le PMD est en présence de 4 isopulégols avec aussi leurs images. 8 molécules d'isopulégol sont donc toujours présentes avec ces 8 PMD. Ça continue à se compliquer. Mais c'est encore pire que ça. Quand le PMD est synthétisé par l'arbre, Corymbia citriodora, le PMD formé réagit en même temps avec le citronellal qui n'est pas encore complètement transformé pour former ces acétals et leurs images. Donc en fait, c'est hyper compliqué. Vous voyez qu'il y a une multitude de molécules naturelles en fait, qui sont répulsives, dont on ne connaît pas l'importance. Est-ce que quand on dit le PMD est un bon répulsif, mais quel est le PMD le plus répulsif parmi tous les possibles? Est-ce que l'acétal n'aide pas le PMD à être répulsif? Ou est-ce que c'est finalement l'isopulégol qui est le plus répulsif? Toutes ces connaissances donc n'existaient pas. Donc tout ça est très compliqué. Donc l'idée, ça a été de le tester sur des moustiques en faisant des études comportementales, oui, mais c'est quand même assez fastidieux, c'est long, ça nécessite de faire de nombreux tests. Et il existe une technique que je vais vous partager avec une petite vidéo qui permet d'avoir une réponse très fiable et très rapide. La voilà. C'est ce qu'on appelle de l'électroanténographie couplée à la chromatographie gazeuse. Donc on a ici, vous voyez le collègue qui est en train de sectionner une antenne de moustique et il va placer 2 électrodes sur l'antenne. Une électrode d'enregistrement sur le dernier segment de l'antenne et puis donc une autre électrode donc à la base de l'antenne. On va faire passer une substance odorante que vous voyez ici sous un flux d'air pour que ces substances odorantes ne restent pas. Puis on va en faire passer successivement plusieurs. Et puis on va détecter en fait un pic de dépolarisation. Oui, en fait, ce qu'on va essayer d'enregistrer, c'est la réponse neuronale en fait, du moustique qui va se traduire par un pic de dépolarisation si l'antenne détecte l'odeur. Donc c'est extrêmement intéressant. On fait un enregistrement électrophysiologique des impulsions nerveuses qui réagissent si la molécule est détectée. Et selon en fait, le profil du pic de dépolarisation, on sait si c'est attractif ou répulsif. Donc on a passé plein de molécules naturelles comme ça pour identifier en fait, toutes celles qui étaient répulsives. Et puis après, on les a combinées successivement. Et là, il a fallu passer aux études comportementales pour voir comment se comportait le moustique, si on avait un fort effet répulsif ou pas. Et là, je peux vous le dire, il y a eu un résultat extrêmement intéressant. Vous voyez un pourcentage de répulsion, donc avec un témoin, on fait toujours ça, pour étudier un comportement, l'éthanol, c'est-à-dire qui est transparent, qui n'a pas d'effet. Le DIT, dont je vous ai présenté tout à l'heure, un des meilleurs répulsifs de synthèse, qui a un effet répulsif à cette concentration voisin de 80%. Le PMD, cette molécule naturelle, qui a un effet répulsif très intéressant, donc un peu plus de 30%. On voit que quand le PMD est additionné à du citronellol, c'est plus al, c'est ol maintenant, on booste l'activité répulsive du PMD, on monte à 60%. Et si on lui ajoute en une concentration très précise du géraniol, on a un effet répulsif qui avoisine les 90%. Donc oui, de répulsion, ça fonctionne comme une attraction. Si on trouve la bonne combinaison de molécules volatiles, on peut exalter l'effet répulsif de ce mélange et donc avoir une protection idéale contre ces fameux moustiques. Donc tout ceci a été étudié sur, bien sûr, notre fameux moustique tigre en France,
dans un laboratoire, mais bien sûr, quand on fait de l'élevage de moustiques, tous les moustiques se ressemblent, c'est un peu des clones de moustiques. Alors après, on a-t-il étudié dans des régions tropicales, donc à La Réunion, à Madagascar, aux Antilles, au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie, et on a vu effectivement, on a confirmé cet effet répulsif majeur. C'est très bien, on a trouvé la bonne combinaison pour avoir un bon répulsif naturel. Maintenant, comment peut-on le produire d'une façon éco-responsable? C'est la deuxième question. Là encore, l'inspiration de la nature est la meilleure. Souvenez-vous de mon arbre ici, Corymbia citriodora, vous vous souvenez, cet arbre d'Australie, qui le produit sous nos yeux, certes en petite quantité, juste ce qu'il faut pour se défendre, mais qui produit à partir du citronellal, par cette réaction dite de carbonyl réaction, pour faire l'isopulégol, qui va ensuite devenir le fameux PMD. C'est comme ça que fait la nature. Donc l'idée a été de mimer cette biosynthèse de la façon la plus naturelle possible, mais avec des moyens de chimistes. Alors, le plus naturel possible, là encore, va s'inspirer des ressources que la nature met à notre disposition, à l'aide de feuilles. Des feuilles en fait, d'une espèce végétale qu'on appelle Géranium rosate, que vous connaissez peut-être, très riche en géraniol, mais pas que, on va y revenir. Et puis, le fameux arbre australien, très riche en citronellal, donc l'Eucalyptus citriodora, appelé aujourd'hui Corymbia citriodora, en se disant, voilà, vous allez le voir pourquoi ça fonctionne très bien. À l'aide de ces deux plantes, il suffit de les cobroyer, d'ajouter de l'eau, de chauffer, et on va générer ce fameux PMD en grande quantité en présence du citronellol et du géraniol. Alors les chimistes demandent peut-être comment c'est possible. La réponse est là. En fait, dans les feuilles de Géranium rosate, il existe deux terpènes, deux petites molécules tout à fait naturelles qu'on trouve rarement ailleurs, qui sont des formiates de citronellyle et de géranyl. Quand on ajoute de l'eau hydrolyse ces formiates, ce sont des esters assez réactifs. Elle libère de l'acide formique. L'acide formique, même si vous n'êtes pas chimiste, vous le connaissez peut-être, c'est ce que les fourmis adorent quand elles nous piquent. C'est très acide, c'est assez désagréable. Donc c'est un acide assez réactif qui va faire quoi ? Qui va aller faire réagir le citronellal qui vient des autres feuilles pour les transformer en isopulégol, puis en PMD grâce à l'eau présente. Donc de l'eau, et un mélange de ces deux feuilles ou de leurs huiles essentielles permet de générer ce fameux PMD en très grosse quantité en présence du citronellol et du géraniol qui sont formés quand on hydrolyse les formiates. Donc par quelque chose de très simple, de l'eau et des ressources végétales, on arrive à générer ce fameux répulsif avec ces trois composés qui sont si actifs. Voilà, donc ceci est maintenant commercialisé sous forme d'un répulsif qui fait partie des premiers à être éco-garantis, puisque vous l'avez vu, c'est une démarche de naturalité complète de sa conception jusqu'à sa production. Voilà, donc j'espère vous avoir intéressé à travers ces différentes solutions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Comme c'est l'usage, on va faire une pause de quelques minutes, le temps de préparer l'installation de mon collègue Serge Morand, que je vous présente quand même en quelques mots. Donc voilà, avant qu'il s'installe. Donc c'est tout d'abord un chercheur au CNRS qui travaille beaucoup en écologie de l'évolution et de la santé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il était présent au sommet de la semaine dernière à Lyon sur le concept One Health. Il conduit ses recherches dans des régions rurales d'Asie du Sud-Est, il vous en parlera beaucoup mieux que moi, sur les impacts des changements d'usage des terres et de biodiversité, sur la transmission des maladies infectieuses, donc thématique importante aujourd'hui, et principalement zoonotiques, donc qui viennent du milieu animal. Voilà, donc quelques minutes d'installation et on passe donc à sa conférence.